30 000 tonnes d'acier, 100 mètres de long, et une seule chance de souder le tout à la perfection. Au cœur des chantiers navals géants, entre les éclairs de soudure à l'arc et le grondement des grues, naissent les géants des mers, ces navires qui traverseront les océans. Ici, chaque soudure n'est pas qu'un point de métal. C'est une promesse de sécurité pour des milliers de passagers à bord. Comment les robots et les humains unissent-ils des centaines de blocs pour former une coque insubmersible? Comment l'un des plus grands exploits d'ingénierie prend-il vie sous nos yeux? Regarde bien, tu vas voir battre le cœur en fusion d'un titan des océans. La soudure de la coque est une étape cruciale. Elle garantit la solidité, la durabilité et la sécurité du navire. Les méthodes traditionnelles de soudure sont peu à peu remplacées par des technologies modernes qui accélèrent le processus et offrent des soudures d'une qualité exceptionnelle. Le lieu où tout cela se passe? Un immense chantier naval, parfois grand comme une ville. Ce n'est pas juste un atelier, mais un site d'ingénierie XXL. Le chantier couvre des dizaines d'hectares, avec des cales sèches où l'on assemble les navires et des ateliers spécialisés dans le traitement des métaux. Dans les cales sèches, les coques reposent sur d'énormes supports, ce qui permet aux ouvriers de travailler sur chaque section avec facilité. Des grues géantes déplacent les blocs de plusieurs dizaines de tonnes pour les amener à l'emplacement de soudure. Autour, c'est un concert de machines, d'étincelles, de bruits métalliques, une vraie chorégraphie industrielle. Les héros ici, ce sont les soudeurs. Des pros hyper qualifiés, capables de travailler tout type de métaux, souvent dans des conditions difficiles, endroits exigus, faible éclairage. Ils utilisent des techniques modernes, comme la soudure TIG ou MIG. Qu'ils soient dehors ou en intérieur, leur boulot, c'est de transformer des plaques d'acier en coques solides comme des bunkers. Le spectacle est impressionnant. Des arcs électriques éclairent l'espace, des étincelles jaillissent, les machines bourdonnent. Casqués, protégés, les ouvriers se déplacent entre les structures métalliques géantes. Les grues soulèvent des blocs énormes, pendant que les robots assurent des soudures en continu. Ces systèmes robotisés garantissent une précision extrême grâce à un suivi automatique des soudures et des corrections en temps réel. Ils effectuent des mouvements programmés, pour une soudure régulière, sans défaut. Dans les grands chantiers navals français, cette technologie permet de réduire le temps de soudure de la coque de 40%. La soudure laser utilise une densité d'énergie très élevée pour créer des soudures profondes, avec un impact thermique minimal. Elle peut atteindre 300 mm de profondeur en un seul passage, tout en réduisant la consommation d'énergie de 60%. Autre technique, la soudure par friction malaxage. Elle permet de joindre les métaux sans les faire fondre, grâce à la chaleur générée par le frottement. Idéal pour assembler de longues plaques d'aluminium, fréquentes dans les constructions navales. La construction d'un paquebot géant peut durer jusqu'à 3 ans. Tout commence par une conception détaillée, avec les spécifications techniques et l'aménagement intérieur. Puis vient la découpe de l'acier, via des machines à commande numérique qui assurent une découpe rapide et ultra précise. Les grandes plaques obtenues serviront ensuite à la fabrication de la coque. Ces machines peuvent traiter d'immenses surfaces métalliques à haute vitesse. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Une fois les panneaux prêts,
On les assemble à l'aide des techniques de soudure les plus avancées. Des robots suivent des programmes spécifiques pour exécuter des mouvements précis et produire des soudures parfaites. Grâce à cette robotisation, la production va plus vite, le risque d'erreur humaine diminue et la qualité est constante. Sur le chantier, on voit des grues géantes soulever des blocs de plusieurs tonnes, les placer à la bonne position. Les ouvriers se déplacent entre les structures d'acier au rythme des machines, des marteaux et des arcs électriques. On se croirait dans un film de science-fiction. Un navire se compose de centaines de blocs, assemblés un par un sur Terre. Un paquebot, par exemple, peut nécessiter plus de 40 blocs, montés à l'aide de grues monumentales, puis soudés ensemble. Une fois la coque terminée, on remplit la cale sèche d'eau. C'est le premier flottement du navire. Ensuite, on passe à l'aménagement intérieur. Cabine, restaurant, théâtre, zone de détente. Avant ce grand moment, une série de contrôles. Vérification de l'étanchéité de la coque, test des trappes, des ponts, ajustements finaux. L'eau entre dans la cale par des écluses spéciales, sous contrôle strict. On surveille le niveau pour éviter toute déformation du navire. Une fois que le navire flotte, on vérifie sa flottabilité et l'absence de fuite ou défaut. On teste aussi les moteurs, les arbres d'hélice, les systèmes mécaniques. Sans oublier réseaux électriques, éclairage, électronique embarquée, GPS, radar, instruments de navigation, tout y passe. Le navire part ensuite en essai en mer. Vitesse, maniabilité, stabilité. Les tests sont effectués dans différentes conditions pour valider la sécurité et l'efficacité. Un défaut dans la conception peut tout changer. Un centre de gravité mal calculé peut entraîner un basculement. Un manque de stabilité peut compromettre la navigation. Si la coque n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera, provoquant des pertes de flottabilité, voire un naufrage. Heureusement, les tests de mise à l'eau permettent d'identifier ces défauts dès le remplissage de la cale sèche. Le navire doit être parfaitement équilibré pour rester stable. Un mauvais répartition du poids, et hop, problème de flottabilité. Les systèmes de stabilisation, comme les quilles anti-roulis, doivent fonctionner parfaitement. Sinon, le navire tangue et les essais sont invalidés. La franc-bord minimale, c'est-à-dire la distance entre le pont et la surface de l'eau, doit faire au moins 6% de la longueur totale du navire pour garantir une bonne réserve de flottabilité en cas de vagues ou de conditions extrêmes. Dans le monde d'aujourd'hui, les structures en acier sont à la base de presque toutes les constructions, des maisons aux ponts, en passant par les sites industriels. Les armatures, qui renforcent le béton, doivent être à la fois solides et écologiquement produites. C'est pourquoi de plus en plus d'usines passent à la fabrication d'acier à partir de ferraille recyclée, un moyen de réduire considérablement l'impact environnemental. Allez, voyons en détail comment tout ça se passe dans une aciérie moderne et éco-responsable. Tout commence avec la ferraille, des vieilles voitures, des structures en béton armé, des tuyaux usés, des débris de construction et d'autres déchets métalliques. La ferraille est collectée dans des centres spécialisés, triée par type d'acier et nettoyée de ses impuretés, plastique, caoutchouc, peinture,
résidus de béton. C'est une étape ultra importante, parce que la qualité de la matière première influence directement celle de l'acier final. Le tri est fait avec des séparateurs magnétiques, à la main et via des systèmes automatisés modernes. Les gros morceaux, comme les carcasses de voitures, les vieilles structures métalliques, les grandes pièces en fer, sont trop encombrants pour être directement fondus. Ils doivent donc être réduits à des morceaux plus petits, d'environ 10 ou 15 cm. Pour ça, on utilise d'énormes broyeurs, de vraies machines de guerre, avec des marteaux lourds ou des couteaux tournant à pleine vitesse. Un seul broyeur peut transformer des dizaines de tonnes de ferraille par heure en petits morceaux, prêts à fondre. Aujourd'hui, les aciéries modernes utilisent des fours électriques à arc, bien plus écologiques que les hauts fourneaux classiques. Ils fonctionnent à l'électricité, ce qui permet de réduire les émissions polluantes de près de 60%. C'est énorme, tu vois? Le processus commence en chargeant dans le four la ferraille préparée. Ces morceaux d'acier propres et triés. À l'intérieur, de puissantes électrodes en graphite créent un arc électrique, générant une température hallucinante, plus de 1600 degrés Celsius. À cette chaleur, le métal fond en quelques instants pour devenir de l'acier liquide. Le gros avantage des fours électriques, c'est qu'on peut contrôler très précisément la température de fusion. Résultat, un processus super efficace, sans surchauffe inutile, moins d'énergie consommée et une qualité d'acier au top. Pendant la fusion, on ajoute des éléments d'alliage, des ajouts spéciaux pour améliorer les propriétés de l'acier. Les plus courants, le manganèse, le chrome et le nickel. Le manganèse rend l'acier plus solide et plus dur. Le chrome le protège contre la rouille. Et le nickel lui donne de la souplesse et de la longévité. Grâce au dosage précis de ces éléments, les producteurs créent des aciers adaptés aux besoins spécifiques du bâtiment ou de l'industrie. Les fours électriques permettent de garder une composition chimique super stable et de l'ajuster à tout moment pendant la fusion. Quand l'acier liquide atteint la bonne température et la bonne composition, il est transféré du four vers des grandes cuves spéciales qu'on appelle des poches. Ces poches, faites de matériaux ultra résistants au feu, peuvent contenir plusieurs tonnes d'acier fondu à plus de 1600 degrés Celsius. Ensuite, l'acier est versé dans des moules, ou cristalliseurs, où il se refroidit rapidement et durcit, formant des barres longues de métal brut. Ces cristalliseurs peuvent être ouverts ou fermés, selon les technologies utilisées. Dans les moules ouverts, l'acier refroidit naturellement. Dans les fermés, on accélère le refroidissement avec de l'eau. Les pièces obtenues sont appelées blooms, s'ils sont carrés ou rectangulaires, ou slabs, s'ils sont plats. Les longueurs standards vont de 6 à 12 mètres, la largeur et l'épaisseur varient selon l'usage prévu. Ces tailles sont parfaites pour le transport et le traitement. Après solidification et premier refroidissement, on découpe les bords irréguliers, on nettoie la surface des résidus. Les pièces sont alors prêtes à être envoyées au laminoir pour devenir des produits finis, armatures, plaques, tubes, etc. Pour le laminage, on utilise des laminoirs spécialisés qui réduisent progressivement l'épaisseur du métal et lui donnent la forme souhaitée. Les armatures ont généralement une surface nervurée pour mieux s'accrocher au béton. Ces nervures sont formées par des rouleaux spéciaux pendant le laminage. Le laminage se fait à haute température,
ce qui rend l'acier plus malléable, sans fissures ni défauts. Après le laminage, l'armature est refroidie à l'air libre ou par des systèmes de refroidissement contrôlés pour éviter les tensions internes et les déformations. Chaque lot d'armature passe un contrôle qualité strict. On vérifie le diamètre, la résistance à la traction, la flexibilité et l'absence de défauts visibles. Pour ça, on utilise des appareils modernes, ultrasons, machines de test mécanique, inspection visuelle. Recycler la ferraille réduit les déchets dans les décharges et la pollution des sols. Réutiliser le métal limite l'extraction minière et donc protège les écosystèmes naturels. Les aciéries modernes, qui produisent des armatures à partir de ferraille, sont des modèles de technologie avancée, d'efficacité et de respect de l'environnement. Elles permettent non seulement de produire de l'acier haut de gamme, mais aussi de réduire l'empreinte carbone. Grâce aux innovations dans les fours électriques, à l'automatisation et au contrôle qualité, ces usines sont des piliers du développement durable dans la construction. L'armature produite ici devient la base de structures solides et fiables, et le processus tout entier, un bel exemple de responsabilité écologique et d'excellence technique. Les produits de finish, tubes, armatures, pièces métalliques, sont emballés sur des palettes en bois ou en plastique. Ensuite, tout est sécurisé avec un film étirable pour éviter tout déplacement et protéger contre la poussière.